Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette 5e édition des Trophées de l'innovation CB. 200 entreprises ont envoyé leur dossier de candidature. Il reste 10 finalistes qui vont participer à cette phase finale de la compétition. Avec, vous allez le voir, des dossiers extrêmement intéressants. Cette année, des profils très intéressants. Compétition organisée autour de 2 thèmes, 2 catégories, commerce responsable et commerce sans contact. Il y aura un lauréat dans chaque catégorie. Et puis une nouveauté pour cette édition 2021, le prix coup de cœur du public. Le public qui a pu voter depuis quelques semaines sur le site internet trophéeinnovationcb.com. Quelques mots sur le dispositif. Les 10 finalistes se succéderont juste à côté de moi pour essayer de convaincre notre jury de choisir leur entreprise. Notre jury, justement, ils sont 6 experts. Émilie Medj, directrice générale de marque Christophe Orfèvrerie, qui fête bientôt ses 200 ans. Vous ne les faites pas. Bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous. Éric Moron, directeur du département Tech et Start-up chez Business France. Merci également d'être avec nous. En plateau aussi, Laurent Leterrier, en charge de la direction des flux chez Crédit Mutuel Arkea. Marc Espagnon, responsable de la direction paiement chez BNP Paribas. Bonjour également. Également en plateau, Frédéric Simotel, mon collègue, éditorialiste tech chez BFM Business. Et Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Merci à tous les 6 de participer à cette émission. Avant de rentrer dans le vif de la compétition, peut-être quelques mots sur cette édition 2021. 10 candidats finalistes, plus de 200 dossiers au départ. Ça n'a pas fléchi, Éric, malgré la crise sanitaire. C'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. En même temps, voilà, c'est vraiment ce qu'on constate, nous, au travers de l'accompagnement des startups à l'international, des startups françaises, c'est que l'écosystème de l'innovation française reste très, très dynamique. La French Tech, d'ailleurs, on le voit dans tous les chiffres de levée de fonds et autres annonces très positives depuis 6 semaines, ressort finalement renforcé de la crise. Et c'est particulièrement vrai dans certains domaines. Et évidemment, le retail ou tout ce qui touche aux transactions en font partie. Et on a de la chance, ce sont 2 secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont particulièrement en pointe. Ouais. Laurent Leterrier, quelques mots peut-être sur la diversité et la qualité des dossiers que nous avons reçus cette année. Tout d'abord, un gros travail de sélection qui nous donne ce beau panorama de propositions de valeur. On y retrouve finalement tout ce qui fait l'innovation, de l'invention, de l'usage et de l'impact. Bref, un beau challenge. 2 thèmes ont été choisis donc pour cette édition 2021. Commerce responsable. Johan Petiot, c'est vraiment la révolution principale actuellement pour les commerçants. Oui, il était évident pour le jury d'avoir une catégorie dédiée au commerce responsable. Ça fait 18 mois de crise et après ces 18 mois, les Français ont envie de savoir comment ils font leurs produits, ils veulent des marques engagées et les startups sont vraiment là pour accompagner les entreprises. Donc c'est important pour nous de les avoir aujourd'hui. Et c'est aussi une révolution technique importante, le commerce sans contact, Marc Espagnon. Les choses vraiment se sont accélérées pendant la crise sanitaire. Et il était logique d'en faire une catégorie de la compétition. Oui, tout à fait. Alors la crise sanitaire, effectivement, elle a beaucoup modifié nos habitudes. On l'a vu dans nos manières de faire nos courses, dans nos manières de payer, avec tout le développement du sans contact. Et donc toute cette innovation autour de la digitalisation du commerce, c'est un mouvement très fort. Et donc on va voir comment toutes ces jeunes pousses vont moderniser et changer nos habitudes. Merci beaucoup. Frédéric Simotel, vous êtes membre du jury, vous avez eu accès au dossier des finalistes. Vous avez déjà une petite idée de votre favori? Est-ce qu'il y a un chouchou? Est-ce que les choses restent encore ouvertes? J'ai 4-5 chouchous, mais justement, j'attends de voir les témoignages pour qu'on me fasse basculer de l'autre côté. Mais c'est vrai que tous les dossiers, ça représente bien ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui a changé avec cette pandémie, le lien avec les marques a changé. On demande plus de responsabilité. Enfin, les clients demandent plus de responsabilité. Et puis, côté paiement sans contact, oui, on cherche ce paiement sans contact aujourd'hui. Donc, voilà, on a 2 belles catégories. On a vraiment des beaux projets. Ça va être quand même compliqué. Je ne sais pas si mes chouchous, je vais les garder tout au long de la... Et puis, évidemment, la nouveauté, on en a parlé, c'est le prix coup de cœur du public. Alors le jury va décider de 2 prix. Émilie, c'est important d'associer le public sur une 3e récompense, un 3e trophée? Oui, je pense en effet que c'est extrêmement important. On est en train de parler de la digitalisation du commerce au milieu de tout ça. Donc c'est évidemment très important qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent donner leur avis. Donc ça me semble en effet essentiel. Merci beaucoup à tous les 6. Place à la compétition. On commence par notre première catégorie, commerce responsable.
118 candidats au départ, 5 finalistes. Les startups ont été sélectionnées sur leur capacité à faire évoluer le commerce dans sa quête du RSE, circuit court, seconde main, recyclage, réduction de l'impact environnemental de leur activité. C'est une révolution pour le commerce, mais aussi, on va le voir, c'est un levier de croissance. Première entreprise, première finaliste à participer à cette compétition. Entreprise BEFC qui propose de la génération d'électricité à partir de papier et d'enzymes pour électronique jetable. Mais qu'est-ce donc? C'est une sorte de pile recyclable. On va en parler dans un instant, mais d'abord, vidéo de présentation de l'entreprise. Je peux essayer, mais c'est long. Ça enregistre. Je m'appelle Alban Thierry, je suis ingénieur électronique à BEFC. À BEFC, nous créons des piles écologiques. Elles sont composées de papier et d'enzymes. Elles sont compostables et biodégradables. Nous utilisons des enzymes pour convertir le sucre et l'oxygène en électricité. La puissance de la cellule est de quelques milliwatts, ce qui convient à des dispositifs jetables, notamment les tests de grossesse. Elles permettent de remplacer les piles toxiques par une solution écologique. Avoir commencé la phase d'industrialisation après seulement 1 an d'existence, notre objectif est la production de masse d'ici début 2023. Nous sommes sollicités par des entreprises pour notre expertise qui nous financent afin de développer des produits innovants sans batterie toxique. Notre prochain défi est de réduire le prix en l'industrialisant. Car nous pensons que notre solution est parfaite pour alimenter les capteurs d'empreintes digitales ainsi que le cryptogramme dynamique au dos de certaines cartes bancaires. Je dirais qu'il faut s'entourer de personnes motivées et partageant la même vision que vous. Le monde de demain sera intelligent et connecté, nous le souhaitons écologique. Alban Thierry, qui est à côté de moi en plateau, ingénieur électronique à BEFC. Je peux l'avoir cette pile là, vous l'avez dans la main, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est tout petit et ça remplace potentiellement des millions, voire des milliards de piles qui sont jetées dans la nature tous les ans. Exactement. Vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour vous adresser au jury et leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent choisir votre entreprise. Donc, comme tout le monde le sait, il y a de plus en plus d'objets connectés et on utilise des batteries miniatures pour pouvoir les alimenter. Et donc les personnes qui l'utilisent oublient souvent de démonter les batteries et les jeter à part pour les recycler. Donc nous, on propose donc une solution écologique. Donc il n'y a ni métal ni plastique dans la cellule et donc elle fournit quelques milliwatts qui permettent d'alimenter la plupart des dispositifs électroniques. Merci beaucoup les membres du jury. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'avais une question sur le délai en fait, pour industrialiser et rendre la solution économique par rapport aux piles actuelles. Alors là, on a reçu la semaine dernière donc, la première machine qui permet de faire des milliers d'unités par jour. Et d'ici 2023, on recevra une machine qui est roll-to-roll, donc ça ressemble un peu aux impressions de journaux. Et on pourra faire des millions d'unités par jour. Une autre question ? Juste puisqu'on... Oui. Frédéric Simotel. Eric, vas-y. Non, juste puisqu'on parlait de prix, aujourd'hui le prix, Alors, aujourd'hui, le coût de cette pile, entre guillemets, et puis demain quand elle sera industrialisée en masse. Donc aujourd'hui, elle est au prix comparatif au prix du lithium, des piles lithium, et d'ici 2023, on espère arriver au prix alcaline. Frédéric ? Oui, aujourd'hui, vous parlez dans la vidéo ou dans la présentation d'intégrer cette pile dans les cartes bancaires, c'est normal par rapport à ce trophée. Mais est-ce qu'on peut envisager aussi des partenariats avec des fabricants de vêtements, qu'on puisse payer avec autre chose ? On se rend compte aujourd'hui, on n'a plus envie de rien sortir pour payer, on veut juste faire un geste à la limite. Donc oui, en ce moment, on travaille aussi beaucoup pour le e-commerce, pour tout ce qui est tracker de colis et de palettes. Donc pour gérer tout ce qui est humidité, température, lumière, choc, et pouvoir... Donc, soit avertir le client, soit directement le transporteur qui a eu des problèmes. D'autres questions ? Et vous êtes une solution française, vous avez des concurrents internationaux qui ont le même type d'idée que vous ? Non, pour l'instant, non. Donc, on est un spin-off du CNRS, on est basé à Grenoble. Et donc, on est une start-up assez jeune, on a été créé en mai 2020. Ouais, vous aviez déjà levé un peu de... Oui, en juin 2020, on a levé 3 millions d'euros. Ouais. Et il y a d'autres levées qui sont prévues dans les... Oui, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Pour l'industrialisation. D'accord.
Et votre principal enjeu maintenant, c'est d'industrialiser? Ou est-ce Voilà. qu'au niveau de la recherche même, vous avez également des Donc innovations importantes à venir? c'est ça. Donc ça, c'est la version 1. Donc c'est 7 couches de papier et de carbone. Et donc la version 2, ça sera imprimé. Et donc on descendra à 4 couches. Donc là, on a 700 microns d'épaisseur. On aimerait passer à 200 microns. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Donc là, on est une vingtaine. Des projets de développement, d'embauche peut-être, de recrutement de talents. Oui, bien sûr, oui. Donc on développe aussi notre électronique dans l'entreprise. Donc on est en train de grossir beaucoup de ce domaine-là. Une dernière question. Peut-être juste savoir si l'innovation est brevetée, protégeable, est-ce qu'elle est protégée? Donc oui, pour l'instant, nous avons 6 brevets qui protègent la technologie. Merci beaucoup. Merci. Alban Thierry, ingénieur électronique, BEFC. On vous souhaite bonne chance et à tout à l'heure. On passe à notre deuxième start-up dans un tout autre secteur. Il s'agit de Clear Fashion. Application mobile destinée à promouvoir une mode plus responsable, empreinte carbone, lutte contre la fast fashion, le greenwashing. Rim Trabelsi va nous rejoindre en plateau, mais d'abord la présentation de l'entreprise en vidéo. Bah ouais, c'est énorme. Bon, je réessaye un truc et sinon, tant pis, non? Je suis Marguerite Dorangeon, la cofondatrice de Clear Fashion. C'est la solution pour informer les consommateurs sur l'impact social et environnemental de leurs vêtements. On a notamment sorti une application mobile qui est gratuite et disponible sur iOS et Android. C'est à la fois une immense base de données sur les marques, les vêtements, les fournisseurs. C'est également un système d'évaluation pour évaluer ces informations. Et enfin, c'est une solution pour transmettre ces informations aux consommateurs. Notre solution, elle est gratuite, elle est indépendante et puis on l'a fait évoluer selon les retours des utilisateurs. C'est d'informer encore plus de consommateurs, notamment en fait en ayant notre information pas uniquement sur l'application, mais directement sur les étiquettes des vêtements ou encore en vitrine. La mode, c'est un secteur qui est encore aujourd'hui très opaque. Aujourd'hui, on a déjà 500 marques qui jouent le jeu, 250 000 consommateurs à nos côtés et on a besoin d'aller plus loin et donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette visibilité. Osez, même si on vous dit que c'est impossible, osez, tentez et lancez-vous. On a tous le droit de vouloir porter des vêtements dont on est fier de l'histoire. Contactez les marques et demandez-leur de transmettre des informations sur comment elles fabriquent les vêtements. Rim Trabelsi est avec moi en plateau. Merci d'être venu. Une question, est-ce que vous vous définissez pour l'industrie de la mode comme le Yuka? Vous savez, cette application qui permet de scanner les produits alimentaires? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Donc en effet, il y a Yuka pour l'alimentaire et la cosmétique et Clear Fashion pour la mode. Vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour convaincre les membres du jury. Le secteur de la mode, vous le savez, c'est un secteur qui est très polluant, dans lequel il y a de nombreuses aussi problématiques sociales. Travail des enfants, travail dans des conditions indécentes, maltraitance animale. En tant que consommateur, on a une responsabilité aussi d'essayer de choisir des vêtements plus responsables. C'est pour ça qu'on a créé Clear Fashion. C'est une application qui permet de savoir quel est l'impact des vêtements et des marques selon 4 thématiques: l'impact social, l'impact environnemental, l'impact bien-être animal et l'impact santé. On donne aussi les lieux de production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette application, elle a 2 ans. Elle a été téléchargée par près de 250 000 utilisateurs sans avoir fait de publicité. Donc, on pense qu'il y a encore beaucoup de personnes à sensibiliser. On a déjà réussi à engager près de 250 marques. Et il y a encore beaucoup de marques à engager avec nous pour faire en sorte que la mode soit plus responsable et plus transparente. Place aux questions-réponses, les membres du jury. J'ai une question sur la façon dont vous certifiez les données qui vous permettent justement de donner les scores sur les 4 axes dont vous nous avez parlé. Ouais, alors on a 2 méthodes. Alors nous, on part de la demande des consommateurs. Quand les consommateurs utilisent notre application, ils peuvent demander de la transparence aux marques. Plus les marques sont demandées et plus nous, on va aller justement récolter des informations sur les pratiques des marques. Donc on va aller regarder leur rapport RSE, les codes de conduite, bref, beaucoup de documents qui sont très rarement lus. Et on va aller chercher des informations qui sont factuelles, des pratiques, des lieux de
des fournisseurs, des lieux, des contrôles, et on va les mettre sur l'application. On laisse quand même toujours un mois aux marques pour qu'elles puissent nous ajouter des éléments, si jamais elles ne les ont pas communiqués, et nous, on contrôle toutes les déclarations qui ont été faites par les marques. Et vous avez pensé aller vers une notion de label ? Ah justement, alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a une application mobile avant tout, mais les marques commencent déjà en fait à afficher les notes Clear Fashion directement sur leur point de vente, notamment en ligne, avec des widgets qu'ils intègrent sur leur fiche produit. Émilie ? Merci d'être aussi une femme dans les startups, un petit clin d'œil. Petite question par rapport à la mode, est-ce que vous avez l'intention aussi de pouvoir développer sur le luxe? Parce que la mode, bien sûr, consommation plus quotidienne, mais le luxe aussi, c'est un sujet comme l'a fait Yuka avec les cosmétiques, justement, alors que c'était plutôt l'alimentaire au démarrage. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, on évalue les marques qui viennent vers nous ou alors qui ont été très demandées par les utilisateurs. C'est vrai que le luxe, ça n'a pas été... c'était pas les marques qui étaient les plus demandées. Maintenant, on a quand même certaines marques de luxe qui se sont positionnées et qui ont participé, notamment Balenciaga et d'autres. On espère réussir à les convaincre davantage, puisque a priori, ça devrait être plutôt positif. Johan ? Oui, moi j'avais une petite question sur le modèle économique. Vous avez dit que c'était une initiative de votre part de noter les marques. Alors comment aujourd'hui le dispositif se finance? Enfin, quel est le modèle derrière? Ouais, alors notre évaluation, elle est gratuite. Donc que ce soit pour les consommateurs, c'est un accès gratuit à l'application. Et pour les marques, c'est gratuit de se faire évaluer et de faire évaluer les vêtements. Ça nous permet de ne pas avoir de conflit d'intérêts. On a tout le temps la même technique d'évaluation, il n'y a pas de négociation possible. Par contre, lorsque les marques souhaitent justement intégrer les notes et les afficher sur leur e-shop, en étiquette, en devanture de boutique, là c'est payant. En fait, c'est un droit d'usage de nos données. Alors, comment vous êtes reçu par les marques? Tout le monde est à peu près partant ou vous avez une grande diversité de réactions? Alors, on travaille déjà avec 250 marques de tout type. On est reçu, alors je dirais qu'on a... Généralement, les marques s'attendent à nous entendre à un moment donné. Surtout les marques qui savent que leurs clients ont commencé à avoir une certaine méfiance vis-à-vis d'elles, demandent déjà ça dans les services clients. Donc, ils savent qu'on va venir, puisque nous, on est là pour porter la voix des consommateurs. Donc, je pense que ces marques sont préparées. Bon, des fois, c'est vrai que c'est pas... Si elles sont assez immatures sur ces sujets... c'est pas forcément très valorisant, mais de toute façon, le secteur avance et c'est comme ça, en fait. Merci beaucoup, Rim. Merci pour cette présentation. On passe à l'entreprise suivante, la consigne Gringo. Application mobile qui permet d'emprunter des emballages réutilisables, mais surtout consigner. Le grand retour de la consigne. On en parle en plateau juste après cette vidéo. Mais en fait, je suis sûre de moi, là, pour le coup. Ouais. Yasmine Daman, CEO et cofondatrice de La Consigne Gringo. On a mis en place un système digital qui va permettre de tracer la vie de l'emballage à partir du moment où il est vendu sur le point de vente jusqu'à son retour dans n'importe quel point de collecte du réseau. Tout simplement grâce à un petit QR code qui est étiqueté sur l'emballage. 100% gratuit pour les utilisateurs et simple pour nos clients restaurateurs qui n'ont rien à faire de plus que ce qu'ils faisaient avant. On souhaite rester compétitif par rapport à l'emballage jetable en proposant un service de consigne aussi peu cher que l'usage unique, en facturant une petite commission à chaque vente de produits consignés. Passer de la phase de pilote à la phase d'industrialisation. Jamais baisser les bras, ne pas avoir peur de ces fameuses montagnes russes, beaucoup de bas, mais des hauts qui en valent largement la peine. Car il y a 3 ans, on nous riait au nez quand on parlait de consigne, peut-être jugé trop has-been. Aujourd'hui, on a du mal à suivre la cadence. Gagner ce trophée nous permettrait d'aller un peu plus vite, de nourrir la croissance et permettre d'avoir bien plus d'impact sur la société. La planète va mal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps d'agir. Yasmine Daman, directrice générale et cofondatrice, merci d'être avec nous. On consomme en France environ 25 emballages à usage unique chaque seconde. Quel est l'intérêt de la consigne par rapport au recyclage ?
la consigne, on ne va pas générer de déchets. On dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Et du coup, nous, notre ambition, c'est justement de moderniser ce fameux système de consigne qu'ont connu nos grands-parents en y ajoutant une touche digitale. Vous avez 1 minute maintenant pour convaincre les membres du jury. Ouais. La crise sanitaire a eu un impact dramatique sur l'emballage à usage unique qu'on jetait puisqu'on se faisait énormément livrer. Et chez La Consigne Gringo, on va apporter une solution de consigne digitale à ces restaurants qui souhaitent avoir un impact un peu plus durable au moment de leur vente. Et donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. On va donner accès à un réseau très dense de points de collecte à l'utilisateur pour qu'il puisse rendre très simplement son emballage une fois qu'il a fini et quand il le souhaite, très important. Ces points de collecte sont en fait des bornes automatiques qui vont interagir au moment du dépôt de l'emballage avec l'utilisateur. Ce dépôt va en fait déclencher automatiquement le remboursement de la consigne sous différentes formes. Ça peut être un virement bancaire, un recrédit sur le badge entreprise quand on est installé en cantine d'entreprise, ou alors un bon d'achat valable chez nos partenaires. Et la force de La Consigne Gringo, Je laisse finir votre phrase. c'est justement notre capacité à s'interfacer avec les systèmes de paiement, d'encaissement et même des plateformes de livraison. Les questions de nos jurés. Émilie. Encore une femme, quel bonheur. Oui, je trouve que c'est en effet un vrai sujet. Comment après, c'est bien la consigne, mais du coup en termes d'hygiène, je pense que c'est une question qui se pose obligatoirement. Comment vous traitez ce sujet d'hygiène ? Alors en fait, nous, on va gérer toute la chaîne de valeur, évidemment. On va faire un lavage déjà local, dans un périmètre inférieur à 30 km. Deuxièmement, on s'associe à des partenaires professionnels dont c'est le métier de nettoyer, qui sont certifiés HACCP, etc. Et donc, ils vont garantir un lavage au top, encore mieux que celui qu'on pourrait faire à la maison nous-mêmes, en fait. Une autre question ? Je m'interroge sur la façon dont vous financez les investissements nécessaires en termes de bornes. Comment vous financez les investissements nécessaires en termes de bornes, de dépôt et... Ouais, donc notre business model, c'est un abonnement mensuel qui est payé par le partenaire chez qui on installe ce collecteur. Donc il va nous payer ça tous les mois. Et le deuxième pilier de notre business model, c'est un coût à l'usage qu'on va en fait facturer au restaurateur à chaque fois qu'il va vendre un produit servi dans nos emballages. Frédéric Simotel. Oui, deux questions. La première, c'est quand on jette l'emballage, quand on va le mettre dans le conteneur, il faut qu'on le trie aussi, le gobelet, le carton et tout ça, et la canette. Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous avez pensé aussi à des partenariats avec des Freshti, Food Cherry, enfin tout ce genre de... C'est nos clients aujourd'hui. On a déployé notre solution avec Freshti et Food Cherry, donc ils livrent les entreprises avec nos emballages, et on a installé dans leur cantine 2.0 nos fameux collecteurs. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, quelle était votre question ? C'était sur le tri, est-ce que j'enlève ma canette, j'enlève mon gobelet, machin. Notre promesse, c'est vraiment de simplifier la vie de l'utilisateur. Donc au moment où il va déposer son emballage réutilisable, il va faire en fait le même geste qu'il fait quand il jette un déchet dans la poubelle. Donc il ne va pas réfléchir, on lui demande zéro tri, juste déposer, se scanner, s'identifier et être remboursé. Merci beaucoup Yasmine et bonne chance. On parlait de diversité tout à l'heure, des profils extrêmement divers. On passe à notre quatrième start-up, l'Endosphère. Première plateforme de financement participatif de prêt dédiée à la transition énergétique. On en discute en plateau juste après cette vidéo de présentation. Toutes les plateformes faisaient des levées de fonds dans tous les sens, et on s'est posé la question, puis on n'a pas pris le temps de le faire. Et en fait, on est resté indépendant et ça a fait la force de l'entreprise aujourd'hui. Laure Verhaeghe, cofondatrice de l'Endosphère. L'Endosphère est une plateforme de financement participatif en prêt et en capital qui permet à tous d'investir dans des projets d'énergie renouvelable. C'est la démocratisation du financement des énergies renouvelables que nous ouvrons aux particuliers et au plus grand nombre.
conjuguer rendement et sens, avec des taux d'intérêt qui sont compris entre 4 et 6% sur la plateforme et la certitude d'investir dans les énergies renouvelables, la transparence, puisque l'investisseur va choisir projet par projet ceux dans lesquels il souhaite investir, la capacité d'investir sur son territoire en circuit court. Nous facturons une commission aux sociétés qui présentent les projets et il n'y a aucun frais pour les investisseurs. Il y a un boulevard aujourd'hui qui s'ouvre. Le financement des énergies renouvelables, c'est l'avenir du financement aujourd'hui. Il faut juste se lancer quand on pense qu'on a une bonne idée et surtout qu'on est convaincu par la portée qu'elle va avoir. Le risque climatique est un risque financier. Et ça, de plus en plus d'investisseurs aujourd'hui le comprennent, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et le financement participatif apporte une réelle solution pour agir. Aujourd'hui, il ne faut pas être défaitiste. Il est urgent d'agir, mais il est encore temps de le faire. Charlotte Vandenberg, chef de projet chez Lendosphère. Merci d'être avec nous. Pour l'investisseur, quel est l'intérêt? Se diversifier? Alors, pour l'investisseur, l'investissement participatif dans les énergies renouvelables permet de diversifier et donner du sens à son épargne. Vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour convaincre notre jury. Donc Lendosphère, comme je vous disais, est une plateforme de financement participatif qui permet d'associer les citoyens à la transition énergétique. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Les particuliers peuvent investir directement dans des projets d'énergie renouvelable. Ces projets ont été préalablement choisis en fonction de leur ancrage territorial, leur solidité économique et leur... Et voilà. Les questions de nos... On a 2 banquiers dans le jury. On a 2 banquiers dans le jury. J'imagine que ça va les intéresser. Laurent Leterrier et Marc Espagnon. Est-ce que vous avez une petite première question sur le degré de développement de la société? Vous avez à peu près combien de projets et justement de particuliers qui ont investi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a mis en ligne 300 projets. Donc des projets dans... d'éoliennes, des projets de centrales photovoltaïques ou encore d'unités de méthanisation. Et nous avons une communauté de 20 000 prêteurs partout en France. Laurent Leterrier. Alors, ce n'est pas le banquier qui va parler, c'est plutôt l'ingénieur. Quelle invention porte votre solution? Qu'est-ce que vous avez amené comme élément d'invention? Alors, le sens, on l'a bien vu, il est fort et il est ancré. Alors nous sommes une plateforme, donc les porteurs de projets viennent nous voir pour qu'on puisse financer leurs projets et nous les mettons en ligne sur notre plateforme et notre communauté de prêteurs qu'on se fait au fur et à mesure peut investir directement ensuite sur les projets. Donc on est vraiment l'intermédiaire entre les porteurs de projets et nos prêteurs. Eric? Moi j'ai 2 questions. Quel est le montant moyen des projets financiers? Et puis, est-ce que ce modèle, vous envisagez de l'exporter dans d'autres pays d'Europe? Parce que la transition énergétique, évidemment, c'est un défi global. Alors, on a des projets qui vont de 20 000 euros à plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, le règlement fait que nous ne pouvons pas financer plus de 8 millions d'euros par an pour une société de projet. Oui, en effet, en 2021, là, commence une réglementation européenne sur le financement participatif. Et donc, je pense qu'un de nos futurs engagements sera peut-être d'aller à l'étranger et que s'exporter en Europe. D'autres questions? Moi, j'ai une question qui concerne le risque pour l'investisseur. Alors, prêter est un risque. Après, aujourd'hui, sur les 300 projets que nous avons proposés, nous n'avons aucun défaut de paiement. Donc, la solidité, l'analyse et la solidité des projets font qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables est peut-être un des secteurs dans lesquels on peut investir. On l'a entendu dans la vidéo, votre collègue Laure Verhaeghe, taux d'intérêt compris entre 4 et 6%. Exactement, 4 et 6% brut annuel. D'accord. Une question, Frédéric Simotel. Oui, comment vous réussissez à garantir que le projet correspond bien à chacun de vos critères? Alors, dans quel est-ce que vous avez un questionnaire? Enfin, comment ça se passe? Comment vous allez avoir... Pour les porteurs de projets? Oui. Alors non, aujourd'hui, il faut bien sûr, comme je vous disais, que l'ancrage territorial soit respecté, que on analyse tout ce qui est leur business plan, on audite comme une banque peut le faire un projet. Et si c'est respecté et qu'on pense qu'il y a un risque limité, on y va. D'accord. Des projets de développement? Comme je vous disais, le prochain step sera sûrement l'international. Une dernière question, peut-être? Merci. Merci à vous.
On passe à notre start-up suivante. Leadsy, entreprise spécialisée dans les solutions de location et de vente de seconde main. On a tous chez nous une perceuse ou quelque chose dont on s'est servi probablement une seule fois. Vidéo de présentation et on en parle après en plateau. Est-ce que mon moi d'aujourd'hui donne un conseil à mon moi d'hier ? Je m'appelle Tanguy Frécon, je suis le cofondateur de Leadsy. Leadsy est une jeune entreprise qui aide les marques, les enseignes et les distributeurs à se lancer vers des modèles économiques plus durables de location et de vente de seconde main. Nous proposons un logiciel, un SaaS, qui permet aux marques et aux enseignes de lancer leur plateforme de location de vente de seconde main en marque blanche en seulement quelques semaines. Les marques peuvent gagner de l'argent, développer leur chiffre d'affaires, développer leur marge, tout en réalisant leur transformation durable. Voir au quotidien des produits qui auraient pu être utilisés qu'une fois et peut-être jetés, être réutilisés constamment. Un coût de mise en place et un abonnement. L'accélération commerciale post-Covid, mais également de faire que la réutilisation des produits en retail devienne la nouvelle norme. N'ayez pas peur à parler de votre projet au plus grand nombre. L'idée, finalement, n'a très peu d'importance, on ne vous la piquera pas, c'est l'exécution qui fera que vous pourrez réussir. Nous avons besoin du jury, car tout le monde doit participer à cette mission de transformation de l'industrie du retail qui aujourd'hui est beaucoup trop polluante. On n'a pas de planète B. N'achetez plus neuf, louez ou achetez en seconde main. Tanguy Frécon, directeur général cofondateur. Il n'y a pas de planète B, vous le dites dans la vidéo. Non, on n'a pas de planète B. L'industrie du retail est trop polluante, je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On n'a pas de planète B, on continue à surconsommer, à surproduire, à sous-utiliser les produits. Du coup, il faut faire les choses différemment. Je vous laisse vous adresser au jury pour les convaincre. Déjà, bravo, parce que passer en dernier après tous ces beaux projets, je pense que départager tout ça, ça va être compliqué. Je suis content de pas être dans le jury. Non, c'est une vraie mission. On est une entreprise à mission. On veut transformer l'industrie du retail d'un mode linéaire de prise de ressources, de transformation, d'utilisation et de disposition. Aujourd'hui, c'est le modèle actuel. On doit faire les choses différemment, on doit faire réutiliser les produits le plus longtemps possible, le plus souvent possible, pour le profit des marques aussi. Il y a aussi un aspect économique derrière tout ça. On ne fera pas de durable sans faire du profitable. Il faut combiner les deux. Et c'est vraiment notre mission. Aujourd'hui, on a un besoin d'accélérer, de travailler avec les plus grands, les plus gros. Et on a besoin de visibilité. Et c'est pour ça qu'on est sur ce plateau aujourd'hui, pour éventuellement gagner et pouvoir pousser cette innovation auprès des plus belles marques. Une question. Johan. Oui, je suis convaincu qu'en effet, il faut pouvoir allier durable et profitable pour que la seconde main prenne vraiment son essor. Moi, j'avais une question. Je comprends que vous êtes une solution logicielle, mais comment vous accompagnez les marques sur toutes les autres étapes utiles pour remettre un produit sur le marché, que ce soit dans l'entretien, la remise en état, qui nécessite quand même beaucoup d'investissement de la part des marques? Ouais, aujourd'hui, 90% des marques que l'on consulte veulent se lancer dans l'économie circulaire et se lancer un petit peu dans tous ces nouveaux modèles économiques, mais ils ne savent pas nécessairement comment faire. Pour des raisons d'expérience, pour des raisons aussi de mentalité. Aujourd'hui, on vend des produits, pas nécessairement des services. La location, pour commencer, ce n'est que du service. Et concrètement, leur site e-commerce actuel et leurs solutions logistiques ne sont pas câblés pour gérer des produits uniques, pour gérer des allers, des retours, des reconditionnements. Donc, on a développé effectivement une technologie, un SaaS, qui s'appelle le Reuse Management System, un outil qui permet la réutilisation des produits, qui va permettre aussi bien sur le e-commerce qu'en entrepôt, de gérer tous ces flux de reconditionnement. Et on gère tout de bout en bout, avec notamment des partenaires logistiques dans différents pays. On a des partenaires au UK aujourd'hui, en Espagne et en France, qui vont pouvoir gérer le stockage des produits de nos clients. On loue par exemple des tentes chez Decathlon. Les tentes sont expédiées chez le consommateur, qui va en profiter. Le produit sera retourné sous le toit du même entrepôt, sera reconditionné et remis à disposition pour les prochains clients. Et aujourd'hui, en 3 ans, on a fait tourner à peu près les tentes Decathlon une 20aine de fois, et ce n'est que le début. Oui, moi j'ai une question. Émilie. Bonjour. Chez Christophe, c'est un vrai sujet, le vintage, donc du coup, ça m'intéresse particulièrement de vous poser cette question. Est-ce que c'est la marque qui doit vous fournir ce vintage? Parce que quand c'est une maison qui a 200 ans, il n'est pas facile de récupérer le stock vintage. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous pourriez, à terme, imaginer faire, c'est-à-dire récupérer vous-même les produits vintage pour les remettre en location ou pas?
Alors, nous, on a fait le choix de la marque blanche, c'est-à-dire qu'il y a plein de startups dans le monde entier qui font aujourd'hui pas de la location, plus de la vente de seconde main, de particulier à particulier, des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Nous, on a cette conviction que lorsqu'on est une marque, une grosse marque, une belle marque, on a beaucoup plus de raisons. On est bien meilleur ambassadeur, en fait, qu'une start-up X. Et on était avant une start-up, on louait des vêtements pour les enfants, on avait notre propre marque. C'est compliqué, personne ne nous connaissait. Aujourd'hui, on loue avec Adidas, avec Decathlon, avec Mage, avec Delsey, avec plein de belles marques. Et forcément, ces marques ont beaucoup plus de facilité à faire louer leurs produits. Et économiquement, c'est aussi beaucoup plus profitable lorsqu'on est la marque. Il reste 30 secondes. Frédéric Simotel. Oui, est-ce que ça veut dire, vous parliez des tentes par exemple chez Decathlon, est-ce que ça veut dire que vous vous intéressez aussi à la façon dont sont fabriqués ces produits et s'ils sont eux-mêmes éco-responsables Forcément, les produits reviennent toujours au point de départ. Donc on a la possibilité de collecter des tonnes de données sur la qualité des produits, combien de cycles de vie va pouvoir avoir un produit. Et Decathlon regarde aussi la qualité, les défauts de leurs produits pour pouvoir mieux les concevoir à terme. Et notre rêve avec mon associé Anna et toute l'équipe, c'est de demain faire produire beaucoup moins, produire beaucoup mieux et optimiser l'usage. Donc les produits doivent être mieux éco-conçus, ça c'est certain. Merci beaucoup Tanguy Frécon, directeur général et cofondateur de Lizzy. Merci. Voilà pour les 5 premières startups. Notre jury va maintenant se retirer pour délibérer donc pour cette première catégorie, commerce responsable. Pendant cette délibération, Romain Méglet, responsable du Lab by CB, est avec nous. Un mot de présentation d'abord du Lab. Quel est votre rôle ? Le Lab by CB travaille sur l'innovation des parcours clients, en commerce, en e-commerce. Alors parfois avec des nouvelles technologies, mais on s'adresse aussi au plus grand nombre. On garde en tête l'inclusion, parce que CB, c'est 73 millions de cartes sur le terrain, donc il faut s'adresser à tout le monde. Quelques exemples peut-être d'innovation que vous avez accompagné, que vous avez déployé ? Depuis sa création, le Lab a par exemple travaillé sur les premiers prototypes de cartes bancaires biométriques, où l'empreinte digitale remplace le code, y compris sur leur adoption avec des étudiants en école de design. On a, sur le commerce sans contact, on a participé au lancement du premier magasin autonome avec Casino et Monoprix, dont l'entrée se fait avec une CB, simplement, sans avoir besoin d'utiliser une application dans son téléphone. Quel type de start-up peut devenir partenaire du Lab ? Toute société qui veut proposer sa valeur au marché CB, c'est-à-dire aux commerçants ou aux clients des banques françaises, dans les thèmes qu'on identifie, peut le faire. Voilà, on a une très belle sélection, par exemple, aujourd'hui, déjà sur la première catégorie, sur la deuxième catégorie, de sociétés françaises qui sont très à la pointe en ce moment. Comment est-ce que vous les accompagnez, les lauréats ? Alors, c'est un peu étrange, et souvent les startups sont désarçonnées, donc je le dis, elles sont toutes là. Les gagnants, et même toutes celles qui sont ici sont gagnantes pour nous, mais les gagnants, on se rencontre et on leur demande de quoi ils ont besoin. Et nous, on identifie à chaque fois 3 étapes, visibilité, mise en relation et aide au développement. L'aide au développement, ça va être sur de l'aide au développement qui permet de tester un cas d'usage de transaction ou d'amélioration de la transaction qui se fait justement par CB. Est-ce qu'il vous est arrivé, lors des éditions précédentes de ces trophées de l'innovation CB, de travailler avec des entreprises qui n'étaient pas les lauréates, mais qui étaient dans les finalistes ? Alors, non seulement on travaille avec les gagnants, et c'est un peu à vie, on travaille toujours avec les alumni de la saison 1, mais on travaille aussi effectivement avec les finalistes non lauréats. Rien que l'année dernière, on travaille avec plusieurs d'entre eux, encore aujourd'hui. Donc message positif pour toutes les entreprises qui sont avec nous en plateau. C'est déjà une énorme victoire d'avoir atteint la phase finale. Un mot peut-être des 2 thèmes qui ont été retenus cette année ? Ça correspond vraiment à une tendance. Enfin, voilà, on est connecté, on utilise beaucoup de ressources, on se nourrit d'un travail prospectif qu'on fait en co-conception avec nos partenaires banques et commerçants. On est connecté à tous les commerçants et les banques CB, bien sûr. On le fait aussi avec des écoles. Donc, on fait un travail de prospection des thèmes. Et sur ces thèmes, on essaye vraiment de connaître les acteurs de la place et d'accélérer les mutations dans les transactions et la consommation dans le commerce. Merci beaucoup pour Merci cet échange et à nouveau bonne chance donc à toutes les entreprises. On leur souhaite à toutes de travailler avec vous. Le temps de délibération est écoulé. Les membres du jury vont revenir en plateau pour nous donner le nom du premier lauréat. Notre jury nous a rejoint en plateau après sa délibération. Émilie, quel est le nom du lauréat pour cette première catégorie, commerce responsable ? Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Du unboxing en direct, c'est... Le lauréat de la catégorie prix commerce responsable est BEFC, donc Alban Thierry. Bravo, je vous invite à nous rejoindre.
Votre trophée, félicitations. Un commentaire, une réaction? Merci beaucoup. J'ai pas trop préparé. Donc... Peut-être que notre jury va nous expliquer ce qui a justifié ce choix. Je pense que ce qui nous a tous impressionnés, c'est évidemment la simplicité de l'innovation. C'est-à-dire quand vous dites qu'il y a 3 couches de papier, voilà, je pense que évidemment, puis on a tous jeté des piles et on l'a tous mal vécu. Donc c'est vrai qu'on peut être très fier que ce soit une innovation française. Frédéric Simotel, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, puis quand on voit les 4 critères, alors j'en prendrai 3, impact, innovation, scalability, ben voilà, on voit que sur ces 3 critères, en tout cas, c'est notre maximal. Et puis l'équipe, ensuite, ben oui, on sait que vous êtes issu de Grenoble, CNRS, l'INP, enfin il y a du boulot derrière, et oui, impressionné par cette innovation. Moi, je vais rappeler quelques chiffres quand même. 1,3 milliard de piles et d'accumulateurs qui sont commercialisés chaque année en France. Ce sont 30 000 tonnes de matériaux et 45% seulement sont collectés et recyclés. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et expliquent pourquoi votre solution est prometteuse. Une autre réaction peut-être? Oui, pour dire qu'on a hâte d'équiper nos cartes bancaires avec l'innovation. Pas d'autres commentaires. Bravo, merci à vous. Merci beaucoup. Félicitations. On passe à notre deuxième catégorie, le commerce sans contact. Le commerce sans contact, il y avait presque une centaine de dossiers, il nous reste 5 finalistes. On va, comme pour la catégorie précédente, les accueillir sur ce plateau et les laisser nous présenter leur entreprise. On commence par Cast, c'est notre première start-up de cette deuxième catégorie. TV, solution d'animation commerciale vidéo pour les sites de e-commerce, vidéo de présentation, et on en parle après en plateau. La première chose, c'est de rien lâcher. Oh bah alors Je suis Antoine Leclerc, le dirigeant de Cast TV. Cast, ça va permettre au client qui veut acheter un produit de consulter une présentation en direct de ce produit, de poser des questions et d'avoir les réponses à ces questions dans un objectif tout simplement de mieux se décider. Tout simplement de ne pas avoir à aller sur 15 sites pour se décider. C'est super facile et super rapide en installation. En moins d'une demi-heure, vous transformez n'importe quel site e-commerce pour qu'il puisse recevoir des présentations en direct de produits. On travaille aujourd'hui sur Fnac, Darty, Cultura, Boulanger, Cdiscount et beaucoup d'autres. Soit vous pouvez acheter un live à l'unité ou des packs de live, soit vous pouvez vous abonner et faire un nombre de lives illimité. Devenir la solution de référence du live commerce dans le monde. Ça peut être une super notoriété pour Cast et une super visibilité, mais aussi ça va nous permettre d'être en contact avec l'écosystème du lab carte bancaire qui va nous permettre d'imaginer le futur du parcours client en live commerce. Ne rien lâcher parce que la ténacité paye à la fin du compte. Le live commerce, c'est l'avenir du e-commerce et je pense que carte bancaire a un super rôle à jouer. Allez tous vous faire caster parce que vous aussi, vous pouvez passer devant la caméra. Antoine Leclerc, directeur général de Cast TV, merci d'être avec nous. C'est ce qu'on appelle du live commerce, c'est quoi? C'est du téléachat 3.0? C'est exactement ça en fait. C'est vraiment le fait de présenter des produits en direct, c'est d'avoir la capacité aussi d'interagir en tant que client avec la personne qui est en train de présenter. Les règles sont les mêmes que pour la première catégorie. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux membres de notre jury. Bonjour à toutes et à tous. Rappelez-vous, il y a 18 mois, on était tous cloîtrés chez nous, sans possibilité pour les Français, mais aussi le monde entier, d'aller en magasin pour se faire conseiller sur l'achat des produits qui sont parfois compliqués à choisir. Donc ce qu'on a décidé de faire chez Cast, c'est de permettre aux enseignes et aux marques d'accompagner les clients en direct, depuis chez eux, dans l'achat de leurs produits. Tout simplement en diffusant de la vidéo de présentation faite par des experts, enfin des vidéos, des lives de présentation, donc des émissions, des mini-émissions en direct de présentation des produits, où les clients peuvent intervenir, interagir, poser des questions et avoir les réponses à leurs questions dans un objectif finalement d'être accompagnés dans leur parcours d'achat. Et notre mantra, c'est vraiment d'humaniser le commerce digital pour vendre mieux, et ça marche. Merci beaucoup. Quelques minutes, 3 minutes exactement pour échanger avec le jury. Évidemment, question de Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce.
Merci beaucoup. En effet, c'est une solution intéressante qu'on a vu exploser durant la crise. Mais il y en a. Je comprends que votre média, c'est le site internet. Or, aujourd'hui, il y a aussi le social shopping quand même avec les réseaux sociaux qui explosent. Comment vous vous situez en concurrence, en partenariat? Parce que j'imagine qu'il y a des grands acteurs quand même sur les réseaux sociaux qui agissent. Il y a des très très grands acteurs sur le sujet. On est beaucoup plus en partenariat qu'en concurrence. En fait, on va prendre les réseaux sociaux comme des médias sur lesquels on va pouvoir multidiffuser les sessions de présentation. Ce qui fait que déjà aujourd'hui, on travaille avec les plus grandes enseignes françaises. Mais on va aussi pouvoir multidiffuser leurs lives directement sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, des Facebook, des TikTok, des Instagram, des YouTube, etc. Mais on est vraiment beaucoup plus en collaboration et en partenariat. Question, Marc? Oui, jusqu'où vous allez dans le conseil au site qui veut vendre? Parce que vous dites que vous mettez en ligne, vous aidez à la mise en ligne des vidéos, mais jusqu'où vous expliquez comment bien faire ce travail? Alors, on a deux parties à l'offre. On a effectivement une grosse partie technologique, j'en ai parlé dans la vidéo, mais une solution qui s'intègre extrêmement rapidement sur les sites e-commerce. Mais on a aussi une grosse partie conseil et accompagnement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui font appel à nous pour cette partie conseil et accompagnement. Et même, on va venir connecter un écosystème de partenaires qui peuvent réaliser ces opérations de présentation en direct pour justement faciliter la vie de nos clients. C'est vraiment l'enjeu principal aujourd'hui, c'est comment on leur met le pied à l'étrier pour qu'ils puissent faire des opérations de présentation live commerce de manière récurrente. Émilie, chez Christophe, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Évidemment, parce que je pense que le luxe cherche aussi ces nouveaux canaux de vente. J'ai une question, du coup, c'est extrêmement développé en Chine particulièrement, ce type de vente. Quels seraient, du coup, les avantages de la version française? Alors, il faut savoir que la Chine a un marché complètement différent, avec des méga plateformes e-commerce qu'on n'a pas encore en France aujourd'hui, ni en Europe. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment une approche de co-création avec les marques et les distributeurs. Et ça, c'était super important parce que ça nous a permis de sortir non pas un copier-coller de ce qui se fait en Chine en France, mais de repartir de l'animation commerciale qui était faite en magasin pour la passer en digital. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est juste digitaliser quelque chose qui existait déjà, et c'est pour ça que ça marche. Ça aurait été beaucoup plus compliqué si on avait importé finalement ce qui est en Chine. Et quel sera vos messages, pardonnez-moi, quel sera vos messages pour les retailers du coup? Parce qu'il ne faut pas que ça soit une concurrence en interne, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors après, de toute façon, ce n'est pas une concurrence en interne parce que ça va permettre de détendre finalement dans l'omnicanal le parcours client. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas l'objectif d'être une concurrence. Éric Morand. Mais je crois qu'il faut savoir que vous serez dans quelques semaines au NRF, la grande messe retail mondiale à New York. Quelle est votre ambition à l'international, surtout pour tenir compte des disparités finalement de marché, de culture et de conseils finalement faits aux consommateurs? Ouais. En fait, dans tous les cas, ça reste des experts locaux qui présentent les produits et à aucun moment, typiquement quand on a des marques par exemple chinoises qui viennent en France, c'est compliqué de faire présenter leur marque aux Chinois, donc c'est vraiment beaucoup plus des personnes qui sont en interne. Nous, notre objectif à l'international, c'est de se développer rapidement. On est déjà présent sur le territoire américain à partir du Mexique et on va être présent en Asie à partir de l'année prochaine. Donc de continuer notre expansion et d'accélérer encore une fois, dans une solution qui soit la plus scalable possible. Merci beaucoup, Antoine Leclerc, directeur général de Cast TV. On passe à notre deuxième start-up dans cette deuxième catégorie. Il s'agit de Joe. Application qui s'occupe d'effectuer vos courses au supermarché à votre place à partir de vos préférences culinaires. On va regarder la vidéo de présentation et on en parle après. Après, tout le monde va dire ça. Je suis Jacques-Edouard Sabatier, CEO et cofondateur de la startup Joe. Joe, c'est une application qui va faire les courses de la semaine au supermarché pour vous, à votre place. C'est une nouvelle manière de faire ses courses via un vrai Spotify de la food. Pour nos partenaires, c'est un formidable outil de promotion de leurs produits, voire même de gestion de leurs inventaires. Mieux manger avec des recettes saines, simples et de saison. Mieux consommer parce qu'on n'achète que ce dont on a besoin. Et au meilleur prix parce que notre algorithme va chercher le meilleur rapport qualité-prix. Plus 25% de produits frais et moins 15% de gaspillage. Et ça, c'est une immense fierté pour nous. Côté supermarché, on est un apporteur d'affaires et on est rémunéré via une commission pour toutes les commandes qu'on leur envoie. Côté marque, on crée des vidéos sponsorisées pour qu'ils puissent mettre en avant leurs produits. Ce serait une chance extraordinaire pour nous de travailler avec le groupement CB puisque la transaction bancaire est au cœur du réacteur de Joe. C'est à la fois une solution technologique et une source de données formidable pour comprendre les consommateurs. Il faut être bienveillant avec soi-même, c'est prendre le temps d'explorer son projet.
mieux manger et réduire le gaspillage alimentaire, c'est un sujet qui nous concerne tous. Jacques-Édouard Sabatier, fondateur et directeur général de Joe. Petite question tout bête, mais comment est-ce que l'application elle connaît mes goûts culinaires ? Alors, on a 2 systèmes pour apprendre vos goûts. Le premier, c'est ce que vous déclarez au moment de l'inscription. Qu'est-ce que vous avez dans votre cuisine, ce que vous aimez, s'il y a des aliments que vous n'aimez pas, à l'inverse. Et ensuite, on va regarder ce que vous achetez régulièrement pour comprendre vos goûts alimentaires. Vous avez 1 minute pour convaincre notre jury. Bonjour à tous. Je pense que pour beaucoup de familles françaises, c'est une corvée, c'est un véritable casse-tête de faire ses courses de la semaine au supermarché. Et pourtant, ça fait 60 ans qu'on le fait de la même manière. Et même quand notre frigo est plein, on est tous les soirs face à la même question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Parce qu'on est en manque d'inspiration recettes. Je vois que vous avez tous ce problème. Et donc nous, on s'est dit assez naïvement, il faudrait une application qui fait les courses automatiquement en fonction de notre profil et en fonction de nos goûts. C'est comme ça qu'on a créé Joe. Vous loguez sur l'application, vous nous dites qui vous êtes, si vous avez des enfants, si vous avez des ustensiles de cuisine particuliers, si vous avez un régime particulier. On va vous faire un menu spécialement adapté rien que pour vous pour la semaine. Vous cliquez sur suivant et on va mettre automatiquement dans votre panier tous les ingrédients nécessaires pour le réaliser. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez aussi acheter tout le reste des produits du supermarché, donc le sopalin, le shampoing, vous faites tout au même endroit. Merci beaucoup. Notre jury, j'imagine, a des questions, à commencer par Frédéric Simotel qui fait les courses le samedi. Oui, mais sur son application. Non, ma question, je reviens sur l'idée du gaspillage. Je n'ai pas entendu combien ça faisait économiser en gaspillage, mais j'étais un peu surpris parce que je me dis justement, comme on achète pour une recette spécifique, voilà, son coulis de tomate, on aura peut-être besoin une fois, puis on va le laisser au fond du frigo pendant X temps. Alors, sur le sujet du gaspillage alimentaire, il y a 3 grandes zones de gaspillage. Il y a au moment de la production, donc ça c'est le gaspillage industriel. Au moment de la vente, donc là c'est toutes les applications qui vous permettent de limiter le gaspillage à la sortie du supermarché. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est qu'une grosse partie du gaspillage arrive à la maison. Ouais. C'est les produits qui sont jetés encore emballés du frigo. Ces produits, c'est souvent les produits qu'on a achetés en trop. C'est souvent les produits dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on les a achetés à l'inspiration du moment, sans vraiment de plan, sans vraiment de recette. Et c'est souvent cela qu'on jette à la poubelle. Et donc, ce qu'on a réussi à mesurer, c'est qu'on achète 10 à 15% de produits en moins. Et donc, c'est comme ça qu'on réduit essentiellement le gaspillage sur l'application. Une deuxième question ? Dans votre modèle, vous traitez toutes les enseignes de la même manière ou vous allez faire des menus plus sympas pour Carrefour ? Alors, toutes les enseignes sont traitées exactement de la même manière. Il faut voir Joe comme un assistant personnel. C'est comme votre majordome à la maison. Donc, Joe fait les courses pour vous dans toutes les enseignes de France, exactement de la même manière. Si vous êtes sur Carrefour, vous aurez les mêmes recettes que sur Intermarché. La seule différence, ça va être la réalité du stock et la réalité du catalogue. Évidemment, s'il y a un produit qui n'existe pas dans votre magasin, on ne pourra pas vous pousser la recette correspondante. Et quels sont justement les critères de sélection parmi toutes les références d'un Carrefour, d'un Auchan ou autre ? Parce que souvent, ils ont des catalogues de références quand même extrêmement larges sur chaque produit. Alors, le tout premier critère, c'est la pertinence par rapport à la recette. Ça revient un peu à la question du gaspillage. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 400 grammes de pâtes pour une recette, on va vous mettre que des packagings de 500 grammes. On ne va jamais vous mettre un format familial de 2 kilos qui serait pas pertinent. Le deuxième critère, c'est votre profil. C'est-à-dire, est-ce que c'est une marque que vous aimez ou pas, puisqu'on a votre historique. Donc, on sait que vous aimez la marque A pour ce type de produit. Et donc, on va pousser ça de manière privilégiée. Et le troisième critère, c'est un arbitrage qualité-prix. C'est-à-dire, est-ce que sur 2 produits équivalents, s'il y a un meilleur arbitrage prix pour le client, on va lui pousser ce produit en particulier. Moi, j'ai une question supplémentaire, mais comment est-ce qu'on sait que les courses sont effectuées au meilleur prix ? On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, c'est très d'actualité. Alors, il y a 2 options. La première option, c'est vous laisser Joe faire. Et donc là, dans votre panier, on va faire le meilleur arbitrage qualité-prix. L'idée, c'est surtout pas d'aller sur systématiquement les produits de premier prix qui sont parfois de mauvaise qualité. L'idée, c'est plutôt de profiter de notre intelligence pour rééquilibrer votre budget et avoir un maximum de produits de qualité au meilleur prix. La deuxième option, c'est que vous avez un filtre pour booster les produits bio ou les produits premier prix. Donc vous avez aussi la main, vous, pour décider ce qui va dans votre panier. Dernière question rapide, Frédéric Simotel. Est-ce que j'ai un indicateur, nombre de calories, etc., ce genre de choses qui peut permettre aussi de... Alors, il est au niveau de la recette, mais on a un deuxième moteur de recommandation qui est au niveau du menu, qui lui fait en sorte que toutes vos recettes soient bien équilibrées à l'intérieur du menu. Donc, on se charge de l'équilibre du menu de la semaine. Merci beaucoup, Jacques-Édouard Sabatier, fondateur, directeur général de Joe. On reste dans le secteur des courses, notamment des courses alimentaires, avec notre prochaine start-up. Elle s'appelle Knap. Premier chariot connecté pour faire ses courses sans passer par la caisse. On en parle en plateau juste après cette vidéo. Il faut le dire, hein, toutes les boîtes ne sont pas juste des longs fleuves tranquilles.
Je m'appelle Dylan Otiers et je suis le cofondateur de la société Knap. On est parti d'un constat simple, c'est que tout le monde fait la queue au supermarché et donc on a créé un chariot intelligent qui vous permet de supprimer l'attente en caisse et donc de gagner du temps. L'utilisateur rentre dans le supermarché, il se connecte directement sur l'écran du chariot, présente et dépose ses articles à l'intérieur. Enfin, il paye directement sur le chariot. Nous, on a vraiment développé notre technologie sur le terrain avec les supermarchés et c'est ce qui nous permet de proposer un parcours fluide à nos utilisateurs tout en restant rentable pour nos clients qui sont les supermarchés. Je crée rien, je ne suis pas ingénieur et donc ma plus grande fierté, c'est vraiment le travail de mes équipes qui ont réussi à sortir ce chariot connecté avec toute cette technologie. On propose un pack tout compris en location. Industrialiser ces chariots connectés pour pouvoir les déployer à plus grosse échelle. L'objectif pour nous, ça serait vraiment de profiter de l'expertise de CB sur le paiement. C'est un sujet qu'on maîtrise pas forcément en interne et je pense que ça peut être intéressant pour nous. J'ai arrêté l'école assez tôt, voire très tôt, et donc j'ai tout appris sur le terrain et je pense que j'ai vraiment beaucoup plus appris que si j'avais été à l'école. Dylan Otiers, directeur général et cofondateur de Knap, merci d'être avec nous. Question toute bête, mais si on responsabilise le consommateur et qu'on lui demande de faire ses courses sans passer par la caisse, est-ce que ça ne va pas augmenter le vol? C'est une très bonne question. On embarque sur notre solution. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes de self-scanning où on laisse l'utilisateur faire, ça génère beaucoup de fraude ou d'oubli, ce qui fait de la fraude à la fin. Donc nous, on embarque sur notre chariot une caméra 3D qui détecte les comportements frauduleux et les signale soit à l'utilisateur si c'est un oubli, soit au collaborateur si c'est un vol potentiel. Je vous laisse vous adresser aux membres du jury, vous avez 1 minute. Alors, quand on fait ses courses alimentaires, on vit une expérience sensorielle quand on va pouvoir aller toucher les fruits et légumes qu'on va acheter, et une expérience sociale, on va pouvoir discuter et être conseillé par son poissonnier. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les points de vente physiques ont de nombreux désavantages par rapport au e-commerce. Et donc Knap, c'est une solution qui permet d'apporter les avantages du e-commerce en point de vente physique, tout en gardant l'aspect humain. Donc en fait, Knap, c'est un chariot connecté qui va vous permettre d'identifier vos articles et de les encaisser automatiquement. Vous avez accès au montant de votre panier d'achat, vous avez accès à vos promotions, à vos coupons de réduction. C'est un outil formidable de communication pour les points de vente. Il vous permet d'accéder au Nutri-Score sur les produits, aux allergènes, aux additifs, sans sortir votre téléphone. Tout est accessible sur l'écran du chariot. Et enfin, le plus important, c'est que ça permet de payer sans passer par la file d'attente, de façon totalement dématérialisée. On passe aux questions-réponses avec une première question de Frédéric Simotel, journaliste high-tech de BFM Business. Oui, sur les technos, on va commencer à voir arriver aussi les chariots. On a tous les produits indépendamment, puis on passe sous une sorte de scanner et puis on aura tout ça. Est-ce que, voilà, pour un supermarché, quel va être l'intérêt? Parce que le coût du chariot, c'est combien? On est en location, on a une centaine d'euros par chariot par mois. Il faut savoir que 20 chariots, ça amortit le flux d'une caisse à plein temps. Donc c'est très rentable pour le point de vente. Et donc par rapport à des solutions qui pourraient arriver comme ça, comment vous Alors sur ces solutions-là, elles fonctionnent en RFID. Donc c'est-à-dire que ça peut fonctionner que sur des très petites quantités en situation réelle sur un vrai magasin. Et en fait, le RFID, la complexité, c'est qu'il faut maîtriser sa chaîne de production, ce qui n'est pas le cas d'un magasin alimentaire, parce que vous avez Coca-Cola et vous avez le petit producteur de miel du coin. Et donc vous ne pouvez pas mettre du RFID sur tous les produits. C'est ça la vraie complexité de cette techno. Nous, ce n'est pas le cas, tous les articles sont éligibles sans RFID. Johan Petiot. Oui, peut-être juste une petite question d'ailleurs sur ça, sur le lien avec la RFID. On voit qu'il y a assez peu d'acteurs, même hors alimentaire, qui vont vers la RFID parce que c'est très complexe, il faut avoir une maîtrise de sa chaîne de production. Est-ce que pour vous, cette solution-là, elle peut se décliner aussi sur le non alimentaire, sachant qu'on n'a pas de caddie et donc c'est d'autres pratiques d'achat? Nous, aujourd'hui, sur cette technologie, en fait, l'objectif, c'était d'apporter les technos qu'on retrouve sur des magasins connectés type Amazon Go, mais dans quelque chose de mobile qu'on va pouvoir lâcher sur un gros point de vente qui va fonctionner. Donc, en gros, ça peut fonctionner sur des magasins de bricolage, sur de la parapharmacie, voilà, même sur du vêtement, même si c'est un peu plus compliqué, je pense. Question de Laurent Leterrier, de banquier ou d'ingénieur? D'ingénieur. Quel choix vous avez fait sur la fabrication de vos chariots? Vous avez développé une chaîne de fabrication vous-même? Vous avez fait des partenariats avec des fabricants, des industriels? On a de nombreux partenariats. Notre plus gros partenariat, c'est Caddy, qui est une société française, alsacienne, qui produit toute la partie métallique et qui nous la livre. Ensuite, pour la partie électronique,
tout est conçu, mis à part l'ordinateur et les caméras, tout est conçu en interne. On a vraiment une culture technologique assez forte. Et donc, on conçoit tout, notre soft et notre électronique, et même le design des pièces mécaniques qu'on produit. Et donc ça, par contre, on se le fournit en Asie aujourd'hui, oui. Vous êtes combien dans l'entreprise? On est une petite dizaine. Dernière question de Marc Espagnon, BNP Paribas. Une question sur la fiabilité du chariot, parce qu'il y a beaucoup de techno, on a l'impression. Est-ce que vous avez assez de recul déjà, ou est-ce que vous avez du recul sur la fiabilité et la manière dont le chariot résiste à l'utilisation, on va dire, un peu... Alors, il y a plusieurs points de fiabilité. Il y a l'antifraude. Donc, sur l'antifraude, ça dépend des méthodes de fraude. On va avoir des très bonnes performances sur des fraudes du type je scanne une bouteille de vin à 5 €, j'en pose une à 50 €. Alors, là, on est très bon. Pareil sur les fruits et légumes. Il y en a d'autres où on s'améliore. Par contre, sur la résistance, nous, ils ont tenu 8 mois en magasin. Ils sont tout en aluminium ou en acier. L'écran, il est blindé 6 mm en verre blindé. Donc, non, ils sont très, très résistants. Ils peuvent même aller dehors et être lavés au Karcher. Merci beaucoup, Dylan Letiers, directeur général et cofondateur de Knapp. On passe à notre avant-dernière start-up, Sunday. Sunday, c'est une application qui permet de régler l'addition au restaurant et la régler rapidement. On a tous connu cette situation où on attend l'addition pendant plusieurs minutes. Vidéo et on se retrouve après. Ouais, non mais c'est... Moi, je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent et de vrai. Je suis Nicolas Martin-Bouillet, j'ai 32 ans et je suis le directeur général France de Sunday. Attendre son addition au restaurant 5-10 minutes, c'est un bon moment pour personne. Avec Sunday, c'est fini. On relie le système de caisse du restaurant à notre QR code qui permet au client d'accéder à sa propre addition. Vous scannez le QR code, vous payez en 10 secondes et à la fin, vous partez. Le client va gagner 15 minutes sur son addition. Le serveur, c'est 40% de tips en plus. Pour le restaurateur, c'est des tables qui tournent plus vite, donc plus de clients, et un panier moyen en hausse de 15%. On a convaincu plus de 1500 restaurants dans 4 pays. On est également super fiers que les serveurs soient les premiers ambassadeurs de notre produit. Notre business model est très simple. On prend une commission sur tous les paiements qui passent par Sunday. Parce qu'on va changer une habitude vieille de plusieurs siècles et parce qu'on va rendre aux gens ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps. Et pour que ça marche, il va falloir donner de la visibilité à notre produit et c'est en ça que les trophées de l'innovation peuvent nous aider. C'est de confronter le plus rapidement possible votre produit à vos utilisateurs. Allez au restaurant, faites-vous plaisir et payez par Sunday. Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe chez Sunday, nous a rejoint. Bonjour. Pourquoi, ou plutôt comment est-ce que cette application permet d'aller plus vite au moment de l'addition? Je crois que Nicolas, il l'a très bien dit. En fait, c'est hyper simple. On a un petit QR code grand comme ça qui est posé sur toutes les tables. Et à la fin du repas, au lieu de lever la main pendant 15 minutes et d'attendre une addition, il est directement sur la table. Il est sur la table. Vous retrouvez votre addition, vous rentrez votre moyen de paiement. C'est payé, vous pouvez partir en moins de 10 secondes. Vous avez 1 minute pour le pitch devant les membres du jury. Bonjour à tous. Sunday aujourd'hui, c'est la solution la plus rapide au monde de payer son addition. On paye son addition aujourd'hui avec Sunday en moins de 10 secondes. Comment on fait? C'est très simple. On pose des QR codes sur les tables et avec votre smartphone, vous pouvez simplement le scanner à la fin du repas. Et au lieu d'attendre 15 minutes, le bras levé avec une crampe, on vous amène cette addition. Vous pouvez retrouver votre addition sur ce QR code. C'est une web page, donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'identifiant à mettre. Vous pouvez facilement partager votre addition. Vous pouvez après derrière ajouter des pourboires et finalement ajouter votre moyen de paiement, carte bleue, ticket resto, Apple Pay, Google Pay et vous pouvez appuyer sur payer. C'est payé, vous pouvez partir en moins de 10 secondes. Ça, c'est hyper intéressant. La deuxième des choses aujourd'hui, c'est qu'on rend service à 3 grands acteurs. Le premier, aujourd'hui, ce sont les restaurateurs, puisqu'on vient leur apporter une plus-value en termes d'expérience client, puisqu'ils font de la restauration pas pour processer du paiement, ils font de la restauration pour offrir la meilleure expérience client possible. Et le deuxième acteur, ce sont forcément les consommateurs qui payent en moins de 10 secondes. Et le troisième, c'est le staff qui va avoir plus de 40% de pourboire en plus. Quel timing! Parfait, apparemment. Les questions des membres du jury. Émilie. Oui, la première question qui me vient en tête, c'est vous avez dit que cela donnait plus de pourboire. Bien sûr, plus de pourboire parce qu'on est moins, j'imagine, moins énervé d'attendre l'addition, ça je l'ai bien compris. Mais pourquoi d'autre?
Pourquoi? Pourquoi d'autres? Pour quelle autre raison? Pour quelle autre raison? Aujourd'hui, il y a 3 grandes raisons pourquoi on a le pourboire. Celle-là, elle est excellente. C'est la première du style, à la fin du repas, finalement, on a passé un excellent repas tous ensemble. Et puis là, on commence à se regarder du regard, on va lever la main, et puis le serveur vient pas, il dit j'arrive, et puis il vient pas. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est je pense qu'on redonne aussi du sens au staff dans leur métier. Aujourd'hui, le staff, il n'est pas fait pour processer du paiement. Ils font de la restauration parce qu'ils aiment ça. Donc, ils peuvent facilement conseiller, donner vraiment la bonne bouteille pour le meilleur plat, dire d'où viennent les produits. Et c'est exactement l'essence de Sunday. Sunday, ça a été créé par des restaurateurs pour des restaurateurs. Et ça donne énormément de sens. Et la troisième, forcément, raison, c'est qu'aujourd'hui, quand un client est satisfait, finalement, il va pouvoir laisser naturellement du pourboire. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus de monnaie sur nous. Je pense que plus personne n'a de monnaie. Et avec Sunday, quand on va expliquer que l'expérience, elle a été sympa, qu'elle a été cool, qu'elle a été super, qu'elle a été extraordinaire, vous allez pouvoir facilement laisser 2, 3, 4 euros en plus. Ouais, ça a été créé par la chaîne Big Mama. Johan, une question? Oui, déjà pour dire que je pense que vous pouvez remercier la Covid parce que finalement aujourd'hui, depuis 18 mois, on est tous habitués au scan, donc c'est un accélérateur pour vous énorme. J'avais une question, on paye et on se lève. Comment le restaurant sait qu'on a bien payé et qu'on ne fait pas l'effet basket? Tout à fait, c'est une super question. Premièrement, sur la partie resto basket, je pense que si on n'a pas envie de payer un restaurant, on peut tous partir. Ça, c'est la première chose, qu'on paye par carte, ou qu'on paye par cash, ou qu'on paye par le QR code de Sunday, on peut tous le faire. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on est connecté à tous les systèmes de caisse. Et ça, c'est notre grande force technologique aujourd'hui, c'est qu'avec la connexion dans les systèmes de caisse, on envoie le paiement dans les systèmes de caisse. Et donc, le serveur aujourd'hui, qui a son trackpad, qui peut avoir accès à la caisse, peut voir très facilement si le paiement a été payé ou pas. Et donc, forcément, c'est assez sécurisé. Marc, j'imagine que vous avez une question, responsable de la direction des paiements chez BNP Paribas. C'est ça, si on peut partager la note et partager le pourboire. Oui, tout à fait. C'est le principe même de Sunday, c'est donner l'expérience client. Aujourd'hui, on a plus de 50% de nos additions qui sont partagées. Aujourd'hui, on peut partager avec notre V2 l'addition complètement. On peut mettre le montant qu'on a envie. On peut même partager la bouteille de vin qu'on vient de payer ensemble. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que l'expérience client, quand on fait les calculs et qu'on perd un quart d'heure, c'est ça qui fait perdre du temps à toutes les tables à côté. Et donc aujourd'hui, en moins de 10 secondes, on peut tous le faire en même temps et partir tranquillement. Laurent ou Frédéric, il nous reste du temps pour une seule question. Laurent. En termes de plateforme de paiement, de partenaires, parce qu'il faut quand même opérer le paiement derrière, vous faites comment? Vous avez développé votre plateforme ou vous bossez avec des partenaires? Alors, le mot un peu compliqué, c'est PSP dans notre secteur. Et aujourd'hui, on travaille avec un PSP, effectivement. On a énormément de champs des possibles pour demain développer cette activité, pour effectivement travailler avec d'autres PSP, travailler avec les POS. On a plein de champs aujourd'hui qu'on évalue. Et je pense que voilà, c'est la première des choses. C'est le PSP aujourd'hui qui nous permet de travailler. Merci beaucoup, Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe chez Sunday. Notre dernière start-up, c'est la société Tabotel. C'est un système qui permet d'améliorer l'accueil des clients dans les établissements recevant du public, les hôtels, les hôpitaux également. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure. C'était pas mal ce que j'avais dit tout à l'heure, mais... Je m'appelle Fabrice Goussin, je suis le CEO et fondateur de Tabotel. On attend beaucoup trop à l'arrivée et au départ dans les hôtels et les hôpitaux et on a voulu proposer une solution qui permet de faciliter l'arrivée et de recentrer le personnel sur l'accueil grâce à des applications sur borne, sur tablette d'équipier, sur affichage dynamique. L'ultra-personnalisation qui permet de nous adapter à chaque type d'établissement. L'omnicanalité qui nous permet de déployer nos applications sur site et sur mobile avec la capacité de scénariser les encaissements et les ventes additionnelles. On va booster l'expérience du client ou du patient au moment des arrivées et des départs. On va booster également l'expérience de l'équipier qui accueille ce client et ce patient. Et on va également booster la productivité du site grâce à des ventes complémentaires et à une automatisation des encaissements après le séjour. Les témoignages de nos utilisateurs finaux, que ce soit clients d'hôtel ou patients d'hôpitaux, qui sont vraiment très contents. C'est un business model assez classique, donc SaaS avec des licences, et également avec des coûts de transaction qui est basé sur la surperformance en termes de taux d'encaissement et de vente complémentaire. Parce que Tabotel s'inscrit dans les tendances clés du sans contact et de l'expérience client. Il nous semblait une évidence de la présenter au GE Carte Bancaire qui porte le trophée de l'innovation. Mon conseil, c'est vraiment de bien s'entourer sur le long terme. Fabrice Goussin, fondateur, directeur général de Tabotel, avec moi en plateau. Scénariser le parcours client, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne?
Alors, pour résumer tout ça en 3 étapes, c'est avant l'arrivée dans un hôtel, dans un hôpital, pouvoir préparer son séjour en ligne avec de la vente complémentaire. À l'arrivée, j'accélère mon arrivée dans ma chambre ou à mon rendez-vous médical sur une borne. Pareil, potentiellement avec de la vente complémentaire. Et le départ est fluide puisque le paiement est automatisé après le départ. Vous avez 1 minute pour convaincre les membres de notre jury. Alors déjà, merci à tous. Bonjour à tous. Je voudrais partager un constat avec vous, je pense que vous le partagerez, qui est que en 2021, attendre à l'arrivée au départ des hôtels et des hôpitaux, c'est plus très acceptable. Donc nous, on a développé une solution de digitalisation du parcours client des hôtels, des hôpitaux, qui va permettre d'augmenter les ventes complémentaires à l'arrivée et qui va permettre aux clients ou aux patients effectivement de ne plus avoir besoin de rester dans l'établissement pour payer. Tout va se faire automatiquement au moment du départ. La digitalisation justement de ces arrivées, de ces départs, c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à vraiment intéresser le monde de l'hôtellerie et le monde de l'hôpital. Par exemple, on est accompagné par des grands innovateurs du marché comme le groupe international Louvre Hôtel Group ou le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, par exemple, que je remercie et que je salue ici. Merci beaucoup. Timing parfait. Les questions de nos membres du jury. On commence avec Frédéric Simotel. Oui, quand on arrive, c'est-à-dire quand on arrive sur l'hôtel, on peut réserver toutes sortes de... On a sa chambre, enfin tout ce qui correspond à l'hôtel, mais si on veut réserver spa, tennis, une visite de la ville, ça c'est ça que vous disiez, il y a des API qui permettent de... Et effectivement, déjà avant l'arrivée, on va avoir un moteur de vente complémentaire qui va être intelligent et qui va s'adapter aux clients. Pareil sur la borne, au moment de l'arrivée ou sur la tablette du réceptionniste. Donc on va vraiment créer un contexte favorable pour que le client soit confronté à des propositions d'offres et que le réceptionniste soit serein pour pouvoir aider le client à choisir ses offres et non pas à faire de l'administratif au moment de l'arrivée. Une deuxième question, Eric. Une question, enfin vous avez deux cibles, la hôtellerie et établissement de santé. Pourquoi ces 2 cibles, en particulier hôtellerie, moi je comprends c'est bien, mais après établissement de santé, c'était une opportunité. Alors en fait, on dit souvent qu'il faut être focusé sur un marché au départ d'ailleurs. C'est vrai. Alors notre marché, c'est le marché du séjour. Aujourd'hui, le parcours client d'un hôtel ou d'un hôpital est vraiment symétrique. On doit préparer son séjour, on arrive dans l'établissement et après on doit faire des démarches administratives du départ et payer ce départ. Donc en fait, on se retrouve avec un parcours client identique, parallèle, et en fait, la santé a gagné avec notre expertise hôtelière et en fait, l'hôtellerie a aussi gagné avec l'expertise de la sécurité des données, notamment de la santé. Donc ça a été quelque chose de très complémentaire et très positif. Question de Laurent Leterrier. Donc je vois les photos là. Donc si je comprends bien, votre solution c'est à la fois un logiciel et une offre omnicanal et également des bornes interactives. Alors oui, nous on s'inscrit vraiment dans l'accueil phygital des clients. Donc l'omnicanalité qui veut qu'on ait un parcours client qui commence sur le mobile, qui continue à un desk ou sur une borne ou sur une tablette d'un réceptionniste, qui se finit à nouveau sur le mobile dans la digitalisation du check-in. Donc on a vraiment une approche phygitale dans cet accueil pour pouvoir optimiser un petit peu la gestion des flux de ces établissements. Une dernière question. Sur la cible, en fait, dans l'hôtellerie, vous visez plutôt l'hôtellerie économique pour essayer d'améliorer l'efficacité de l'accueil, ou l'idée c'est plutôt de viser un peu plus haut et d'améliorer le service entre les deux facteurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toute l'hôtellerie a des enjeux de digitalisation. Par exemple, le groupe Louvre Hôtel s'intéresse à la digitalisation de ses auberges de jeunesse. Et par exemple, le groupe Pestana, qui est une chaîne hôtelière luxe, s'intéresse pareil à comment ils vont créer une nouvelle expérience unique avec besoin de moins de ressources et qu'automatiquement il va y avoir plus de ventes complémentaires et que le client soit plus content parce qu'il attend moins. Donc c'est vraiment tous les types d'hôtels qui sont concernés. Merci beaucoup Fabrice Goussin, fondateur et directeur général de Tab Hôtel. Voilà pour les 5 finalistes de cette 2e catégorie. Notre jury va maintenant se retirer pour délibérer, pour choisir la start-up lauréate de cette catégorie, commerce sans contact. Quelques mots avec Loïs Moulin, directeur du développement CB. Bonjour Loïs, merci d'être avec nous. Le paiement sans contact, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pendant la crise sanitaire. Vous étiez venu sur l'antenne de BFM Business nous expliquer comment la Covid avait accéléré les choses.
Oui, donc en 2020, le geste de paiement, c'était le sans contact. On était passé de 3 milliards à près de 5 milliards d'opérations. Cette année, on dépassera les 6 milliards de paiements sans contact en France. CB organise tous les ans les trophées de l'innovation. Nous sommes d'ailleurs ravis d'être votre partenaire. Pourquoi est-ce que vous organisez ces trophées ? CB, c'est le moyen de paiement préféré des Français. C'est 2/3 des dépenses de consommation courante des ménages sont payées par CB. Le paiement, c'est l'aboutissement de l'acte d'achat. Et donc, il est normal et il faut qu'on soit acteur dans l'innovation, à la fois sur les parcours d'achat et sur les parcours de paiement. Et chaque année, un des outils pour être acteur de l'innovation, ce sont les trophées de l'innovation. Quelques mots sur cette édition 2021. C'est la 5e édition. Vous commencez à avoir pas mal de recul. Un mot sur la qualité des dossiers que vous avez reçus et sur leur quantité aussi. Alors, premier message, c'est que c'est tous les startups qui sont autour de la table, c'est raccord, si je puis dire, avec les thèmes du challenge. Donc choisi évidemment pas par hasard. On a parlé du sans contact. Le sans contact, c'est pas simplement dans le commerce physique. Le commerce en ligne, c'est aussi du commerce sans contact. Il est important d'aider les entreprises, notamment les commerçants indépendants, à devenir omnicanaux. On a beaucoup parlé de l'impact du Covid sur nos vies. Et donc il faut savoir acheter de manière responsable, vendre de manière responsable et payer de manière responsable. Donc ces challenges, ils sont là en fait pour faire écho à ces problématiques. Donc tous les dossiers qu'on a reçus, pour ceux qu'on a sélectionnés aujourd'hui, sont vraiment en ligne avec ces 2 challenges. Et il y en a même un qui aurait pu être dans le challenge éco-responsable, là où il est dans le challenge sans contact. Et ça fait aussi écho, certains sujets font écho à des problématiques très opérationnelles qu'on est en train de traiter. Donc on n'est pas hors sol par rapport aux propositions de valeur de ces startups. Je prends l'exemple de la consigne. On est approché par des enseignes de la restauration rapide pour travailler sur la monétisation de la consigne. Sur le recyclage, on a une réflexion sur comment on arrive à réduire l'impact économique et l'impact écologique des millions de cartes qui sont en plastique jetées chaque année. Le sujet du pourboire, il y a une demande du secteur et des pouvoirs publics pour faciliter l'usage de la carte pour les pourboires. Donc voilà, toutes ces solutions, ces thématiques opérationnelles, les startups qu'on a aujourd'hui vont pouvoir nous aider à y répondre. Merci beaucoup, Loïs Moulin, directeur du développement CB. Notre jury va maintenant revenir en plateau pour nous donner le nom du lauréat de cette 2e catégorie, commerce sans contact. Ils étaient 5 dans cette catégorie paiement sans contact, Cast TV, Joe, Knapp, Sunday et Tabotel. Le jury nous a rejoints en plateau pour nous communiquer sa décision. Et le porte-parole, c'est Marc Espagnon. Marc ? J'ai la réponse. En fait, ça a été une décision difficile. Il y a eu un scrutin à 2 tours, puisque le premier n'a pas permis de départager les candidats. Alors, je regarde quand même être sûr qu'on a bien pris le bon. Et donc, le gagnant, c'est Sunday. On vous applaudit. Bravo, félicitations. Votre trophée, Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe de Sunday. Une réaction ? On est très heureux. Merci beaucoup au jury de nous avoir récompensés par ce trophée. Ça récompense le travail de toutes les équipes aujourd'hui qu'on a recrutées. Je l'ai dit à certains tout à l'heure, on est passé de 2 à 230 personnes. C'est très difficile en 6 mois, donc nos RH ont fait un travail incroyable. Et aujourd'hui, on a recruté des personnes de grands talents pour nous aider à développer ça dans 5 pays aujourd'hui. Donc merci encore. Quel a été le critère déterminant ? Alors, il y en a plusieurs. Je pense déjà que ça parlait à tout le monde, le fait de retourner au resto après la longue période qu'on a connue. Non, je pense qu'il y a tout un travail sur l'expérience client qui est très impressionnante, donc d'être très pratique. Et puis il y avait aussi un petit côté chauvin. On se disait que c'était français, que le fait que la France puisse comme ça équiper les restaurants du monde entier, on trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Ça, c'est la voix d'Éric Morand. Voilà, pas seulement. On a tourné autour de ces idées. On s'est dit aussi que la carte à puce a été créée en France. Donc si on peut aussi avoir en France la suite de ce type de paiement, on serait très fiers. Frédéric Simotel. Puis derrière, au-delà du développement à travers des chaînes de restaurants, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme client, c'est toute la data que vous générez.
et comment les restaurateurs ensuite pourraient être accompagnés pour optimiser leur flux, leur stock, leur logistique, leur relation client. Et donc, il y a pas mal de leviers autour de votre... Même dans le retail, oui. Et dans le retail également. Le début d'une très belle aventure entrepreneuriale, qui est assez extraordinaire en termes de rapidité, et puis qui est déjà sur au moins 2 continents. Donc, ça a été très convaincant. Et beaucoup de promesses également en termes de services additionnels, parce que l'on a parlé du partage d'additions, de paiement de l'addition et de pourboires, mais à partir du moment où vous êtes connecté, vous pouvez ouvrir plein d'usages complémentaires. C'est aussi cette potentialité-là qui était intéressante. Je crois qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Quel est votre business model? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors aujourd'hui, le business model il est très simple, il est basé sur le coût à la transaction. On a décidé ça a été créé par des restaurateurs pour des restaurateurs qui connaissent les coûts aujourd'hui de s'équiper avec des machines à carte, du frais de setup au démarrage, aux frais de maintenance, aux frais cachés. Donc nous aujourd'hui c'est un coût totalement transparent qui s'adapte au volume du restaurateur, mais qui aussi est fixe, quel que soit le moyen de paiement. Donc ça, c'est assez révolutionnaire aujourd'hui sur le marché parce qu'on sait que quand on va utiliser de la MEX, c'est pas la même chose que quand on va utiliser de la carte bleue et c'est normalement des taux qui diffèrent. Nous, on propose le même taux, quel que soit le moyen de paiement, à tous nos clients. Merci beaucoup et bravo Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe chez Sunday. On peut vous applaudir. Et vous le savez, c'est l'innovation de cette année pour nous aussi. 3e prix, le coup de cœur du public. Attribué parmi les 10 finalistes, parmi les 2 catégories, dans l'une ou l'autre. Le public a pu voter depuis quelques semaines, puisque les vidéos que vous avez vues dans cette émission étaient disponibles en ligne depuis déjà quelques semaines sur le site internet trophéeinnovationcb.com. L'enveloppe, j'ai cette fois-ci moi-même la lourde tâche de vous dévoiler le nom du gagnant. C'est la consigne Gringo. Application mobile qui permet d'emprunter des emballages réutilisables et consignés. Félicitations. Merci. Et bravo, donc Yasmine Daman, directrice générale et cofondatrice. Une petite réaction? Je suis super heureuse parce que ça donne vraiment beaucoup d'espoir à mon équipe qui a grossi. Enfin, on est passé de 5 à 25 pendant l'année du Covid. On s'est très très peu vu, ça a été difficile, on s'est battu. On a failli disparaître parce que il y a un moment où on n'avait plus d'argent et pour la petite histoire, 2 jours avant le confinement, on a closé la levée de fonds. Donc c'était vraiment à 2 jours près. Et aujourd'hui, merci à vous, merci au public et merci pour mon équipe. Alors il s'agit du vote du public. Néanmoins, j'imagine que ça suscite des réactions dans le jury. Est-ce que vous aviez hésité tout à l'heure? Oui, ça faisait partie effectivement des lauréats sur lesquels on a hésité, sur lesquels on a pas mal échangé. Donc, très content de voir que finalement, vous avez été sélectionné par le public. Parce que c'est vrai que vous avez un beau produit. Émilie. Oui, moi je pense que quelque part ils ont tous gagné parce que s'ils sont là, il ne faut pas oublier qu'ils ont été sélectionnés sur pléthore d'options. Et donc déjà bravo à tous d'avoir été là, d'avoir présenté des projets aussi innovants. Je pense que c'est aussi l'avenir de pouvoir nourrir ces startups. Donc vous avez raison de vous battre. Il faut continuer, on a besoin de ça. Et de toute façon, tout le monde a gagné, je pense, aujourd'hui, d'être là et participer à cette émission. Un mot également, peut-être, Johan? On l'a dit au début, mais ça prouve quand même, après ces 10 startups, qu'elles ont quand même une résilience et une agilité exceptionnelle après les 18 mois qu'on vient de traverser. Donc rien que pour ça, elles ont en effet toutes gagné et c'est un encouragement à toutes les autres pour poursuivre. Moi, j'ai une question qu'on ne vous a pas posée tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on va convaincre les consommateurs, les jeunes générations qui n'ont jamais connu le principe de la consigne? Ici, il y a peut-être que Frédéric Simotel qui se rappelle qu'il y a très très longtemps, on rapportait les bouteilles de limonade chez son épicier. Alors, un pot de lait, j'ai ramené. Ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, on se rend compte que les jeunes sont les plus facilement embarqués dans le parcours parce que, en fait, nous, on dit souvent, vous allez dans des concerts, dans des festivals, consigner son gobelet, finalement, c'est intégré. Et on leur dit, c'est le même geste, sauf que vous n'allez pas faire la queue en caisse, mais vous allez trouver des bornes un peu partout qui vont vous permettre d'être 100% autonome. Deuxièmement, finalement, la catégorie qui est la plus difficilement embarquée, c'est
c'est celle de mes parents. Parce qu'ils ont été un peu mal habitués à consommer, jeter. Et du coup, il y a peut-être d'autres arguments qui vont les embarquer. C'est pour ça que nous, notre ambition, c'est d'être le plus simple pour les utilisateurs, afin que ce ne soit pas vu comme une contrainte, mais vraiment comme un geste standard du quotidien. Et deuxièmement, rien de plus pour le restaurateur qui, en soi, est déjà bien assommé après la crise sanitaire. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Yasmine Daman, directrice générale et cofondatrice de la consigne Gringo. Nous arrivons au terme de cette émission. Frédéric Simotel, vous voulez rajouter un mot? Non, je voulais juste rajouter un mot, c'est par rapport à tous les candidats. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, toutes ces startups, elles prennent en compte tout leur écosystème. On voit auparavant, les innovations, c'était souvent juste son client et puis peut-être un peu le partenaire. Et là, ça pousse vraiment à faire bouger toute une société, tous les individus. Donc c'est ça qui est intéressant. Sur chacun des projets, on regarde, ils ne sont jamais seuls à faire. C'est vraiment un jeu, voilà, ils essaient de faire bouger tout ce qu'il y a autour d'eux. Merci beaucoup aux membres du jury. Merci d'avoir participé à cette sélection et à cette phase finale de la compétition. Merci à nos finalistes. On va rappeler leurs noms puisqu'arriver en finale, c'est déjà quelque part une victoire. Clear Fashion, Lidzi, La Consigne Gringo, Lendosphère, BEFC, Knapp, Casse TV, Tabotel, Sunday et Joe. Bravo à tous. Je crois que vous pouvez vous-même vous applaudir. Et merci bien sûr à CB et au Lab by CB, organisateur des trophées de l'innovation. À très bientôt sur l'antenne de BFM Business.